Smart Stratégie vous est présenté par Circle, powered by Square. Salut à tous, on est de retour. Smart Stratégie, comme son nom l'indique, la stratégie d'une entreprise pendant une demi-heure avec le président fondateur de Circle Stratégie, Augustin Van Rijke-Worcel. Bonjour Augustin. Bonjour Stéphane. Alors un mot quand même, parce que c'est vrai qu'on a fait une petite pause dans l'ensemble des programmes qu'on vous proposait. Ce que tu veux faire avec cette émission, l'espèce d'ADN de cette émission? L'ADN de l'émission, c'est les gens qui nous suivent un peu le reconnaissent, c'est qu'on se laisse une demi-heure, c'est très fluide, hein. Il n'y a pas vraiment de structure. On vient essayer de creuser la strate d'une boîte pendant une demi-heure. Ouais, voilà. On essaye de casser un peu la langue de bois, la faire un peu en mode simple, le tutoiement et de rigueur. Et c'est ce qu'on va essayer de faire avec Simon Bardot aujourd'hui, essayer de comprendre un peu la strate qu'il y a derrière et pourquoi est-ce qu'il va encore exister dans 10 ans. La strate de Brandt. On fait un peu good cop, bad cop aussi des fois, Simon. Donc voilà. Hein. Alors un mot, parce qu'on oublie 2-3 fois, et puis là, il y en a quand même quelques-unes qui sont très très intéressantes. Quelques infos justement stratégiques que tu as retenues dans la semaine, Gus. Il y en a une qui est assez cruciale, c'est celle de Nestlé. Alors tu veux commencer par ça, effectivement. Oui. Nestlé a racheté un spécialiste de la livraison de repas aux États-Unis. Il s'appelle Freshly. Oui. C'est un move à 950 millions de dollars quand même. Hein. C'est pas juste je mets un petit doigt dans un truc pour voir comment ça se passe. Hein. 1 milliard sur la table. Et c'est assez incroyable de le faire maintenant en plein Covid. Et c'est de voir en fait qu'est-ce qui est en train de se passer. C'est que les boîtes de FMCG sont en train FMCG, c'est quoi FMCG? C'est les boîtes de produits de grande consommation. D'accord. En gros. Okay. Et c'est de se rendre compte qu'en fait, elles sont sur une partie de la chaîne de valeur. Hein. Elles construisent des produits à vendre. Et elles sont obligées aujourd'hui de sortir des carcans où elles étaient et de commencer à glisser sur la chaîne de valeur. Elles avaient un business qui était très simple, c'est je construis mes produits et puis je les vends aux retailers et les retailers vendent pour moi. Il y a même, je ne sais pas si tu te souviens, mais il y a des années où, il y a de ça 20 ans, c'est les retailers qui faisaient les pubs pour les produits qui étaient chez eux. Donc ils étaient complètement c'était des usines qui faisaient du produit. Aujourd'hui, ils vont jusqu'à glisser pour dire je vais aller mettre les produits moi-même dans la main du consommateur. C'est un move extrêmement intéressant. Très spectaculaire. Et hyper stratégique pour le coup. Juste un mot, Freshly, alors ils étaient spécialisés vegan et des choses comme ça, donc Nestlé n'a pas détaillé sa stratégie autour de ce rachat, ils ont juste rendu public le rachat et la valeur d'entreprise. Tout à fait. Donc ça, c'est officiel. Après, est-ce que c'est la spécificité vegan qui les intéresse, ou est-ce que, à mon avis, c'est davantage ça, la capacité, l'ensemble des outils logiciels qu'il faut, les équipes de livraison pour se déployer, je pense que c'est ça. Complètement. Mais enfin, ça veut dire qu'ils vont livrer les yaourts, Nestlé? Mais en fait, il y a les deux aspects. C'est de se dire, je viens m'acheter. Et on va en parler avec toi tout à l'heure aussi, parce que je crois que pour toutes les boîtes, de manière générale, ce go-to-market doit être réfléchi. Et donc voilà. Donc les deux aspects. Go-to-market et end-to-end. Voilà, exactement. Grande idée aussi de l'ensemble des fabricants, alors pour le coup, de l'ensemble des industriels. Bon, voilà, Simon est d'accord. Sur le end-to-end, Simon, donc end-to-end, ça veut dire, à un moment, l'industriel, il veut maîtriser l'ensemble de la chaîne de fabrication jusqu'à la livraison finale. Je pense que la transformation s'est passée du B2B2C qu'avaient tous les fabricants au B2C. Exactement. Parce que il y a le point de contact qui est la livraison, qui est l'acte vraiment de vente. Mais il y a plein d'autres points de contact qui sont ouverts dans les 10 dernières années, les réseaux sociaux. Aujourd'hui, les marques parlent beaucoup plus directement, tu le disais, beaucoup plus directement à leurs consommateurs. Et c'est un enjeu pour nous. Parce que finalement, reposer sur nos clients distributeurs qu'on aime bien, mais c'est leur laisser tout le pouvoir de prescription. Tout à fait. Finalement, faire nous-mêmes la prescription en tant que fabricant, c'est aussi une garantie de sécuriser des ventes. Parce qu'on ne dépend pas de telle ou telle politique commerciale du distributeur. Donc pour moi, la distribution, l'acte de vente est un élément de la chaîne de valeur, mais plus globalement, on doit repenser, nous, fabricants, nos modèles pour échanger, avoir des points de contact beaucoup plus nombreux avec nos consommateurs. Et le pré-Covid, en fait, c'était assez compliqué pour ces boîtes-là, parce que quand tu as un intermédiaire qui te rapporte du pognon tous les mois et qui te vend tous tes produits tous les mois, le désintermédier, c'est compliqué, quoi. Oui, et puis surtout, tu n'as plus le contact direct avec celui qui est vraiment c'est ça qui est important. Ah ouais, complètement. Mais avant le Covid, tu avais... Une info, choisis-en une. Non, vas-y, choisis-en une, toi. Donne-moi un peu les... Je les ai plus. Attends, vous savez, c'est l'histoire. Vous savez, on reçoit... Attends, je veux la faire, celle-là. Des fois, on reçoit des hommes politiques parce qu'ils ont écrit un livre et la première question, ça devrait être: est-ce que vous l'avez lu? Et ben lui, pareil, en fait. Écoute, on est un peu là-dedans.
là-dedans. Mais alors non, en fait, il y avait 2 infos qui étaient intéressantes. C'est voir à quel point les marchés sont en train de se consolider de manière générale. Ouais, c'est ça. Et donc, il y en avait quelques-unes, mais on peut parler de Bio C'est Bon, qui est assez facile. On peut parler de... Donc racheté par Carrefour. Racheté par Carrefour. Non, mais va vers les industriels, là, parce que ça nous amènera vers... Il y a Safran qui est en train de confirme son intérêt pour Aubert Duval, qui était aussi... Je ne sais pas ce que c'est, en fait, Robert Duval. Alors, c'est une spécificité bien précise d'un métier de Safran. Et ils sont bien spécialistes dans leur métier, mais c'est de se rendre compte que Safran vient mettre des millions maintenant à l'instant T, alors qu'on pourrait s'imaginer que les mecs, ils sont un peu en train de garder leur trésor. C'est un peu au son du canon qu'il faut sortir. Ouais. Voilà. Donc, voilà. Parfait. Bon, Oui. rentrons dans le dur avec Brandt. Complètement. Alors, C'est Brandt. quoi l'angle d'attaque? Mais Brandt, bon, on va laisser introduire Simon 2 secondes. Mais donc Simon Bardot, le DG de chez Brandt, 500 millions de chiffre d'affaires, plus ou moins. Oui, à peu près. Voilà. Une série de marques. Quand on regarde l'histoire de Brandt, il y a quelque chose d'intéressant, c'est peut-être là-dessus que je voudrais commencer, c'est de voir à quel point le nombre de crises que vous avez eues, et des crises, quand on parle de crise, c'est de faillite, hein, il y a eu des faillites, des remises de portefeuille, c'est passé d'une main à une autre. Ce qui est sûr, c'est que... Mais la marque reste, et l'histoire française est restée. Ça revient à l'origine vient de Thomson et Houston, qui faisaient des trams, donc on revient assez loin dans l'histoire française. Vas-y, pose ta question. Ouais. Et du coup... non, mais attends, tu me demandes de le présenter. Oui, ça y est, tu l'as bien fait, Et donc, il y a une histoire française, et puis après, il y a une histoire de vrai redressement. Est-ce qu'aujourd'hui, cet ADN-là, vous l'utilisez dans la crise? Est-ce que c'est quelque chose qui est là? Vous avez réussi à construire un ADN à travers ces crises, ou en fait, à chaque fois, on est obligé de recommencer et de se dire qu'on doit reconstruire une histoire? Non, alors ce qui est important, c'est qu'avant tout, l'ADN, c'est l'ADN des marques. Et les marques, effectivement, elles ont plus de 70 ans. Il y a 4 marques dans le groupe Brandt, puisque Brandt, c'est le nom du groupe. Mais il y a 4 marques. Brandt, la marque principale, mais aussi De Dietrich, qui est notre marque haut de gamme, Sauter et Vedette. C'est des marques qui parlent à tous les consommateurs. On a la chance d'avoir 4 marques extrêmement connues en France, avec des notoriétés spontanées qui sont dans les premières. Brandt, c'est dans le top 3 des marques d'électroménager. Quand on demande aux gens, l'électroménager, c'est quoi? Brandt ressort dans les 3 premiers, alors que c'est des marques qui, en taille, sont beaucoup plus petites que les acteurs qu'on connaît aujourd'hui. Donc ça, c'est la première chose, c'est les marques avant tout. Après, il y a eu effectivement des évolutions d'actionnariat, des marques qui ont été rachetées, consolidées, revendues. L'histoire de ce point de vue-là du groupe est assez il a toujours eu ces tumultueuse. 4 marques-là ou Ça fait 20 ans que les 4 marques sont ensemble et 40 ans elles sont déjà par paire, on va dire. Donc ça fait plus de 20 ans que les 4 marques sont ensemble. Après, avec des séparations, puisqu'il y avait aussi une activité chauffage, puisque Sauter et De Dietrich, c'est aussi des chauffe-eau ou un certain nombre de produits de chauffage qui là ont été séparés aussi. Mais depuis 20 ans, on va dire que le périmètre du groupe est à peu près stable. Oui, il y avait Moulinex qui était quand même dans le giron à l'époque. Ça a été la fausse bonne idée, effectivement, de mettre le petit électroménager français avec le gros électroménager français en disant que ça allait se sauver. En fait, il y avait très peu de synergie, donc ça a duré quelques années. Et puis Moulinex est parti dans le groupe SEB. Et les marques de gros électroménagers sont restées pour former le groupe Brandt. Une grande période avec Fagor. Et puis, depuis 2014, reprise par l'Algérien Cévital. C'est ça. C'est quoi les enjeux de ton marché aujourd'hui dans la stratégie d'un fabricant? Alors, lave-linge principalement, Brandt aujourd'hui. Cuisson. Four, table à induction, c'est ça aujourd'hui qui fait la majorité de nos ventes et de nos marges. C'est les produits de cuisson qu'on fabrique en France. Alors, c'est ça, fabriqué en France? On a 2 usines aujourd'hui, à Orléans et à Vendôme, qui fabriquent la quasi-totalité des produits de cuisson qu'on met sur le marché. Et la cuisson, c'est plus de 50% de notre chiffre d'affaires. Après, il y a des compléments de gamme, lavage, donc les lave-linges, les lave-vaisselle et les réfrigérateurs, qui viennent de différents sites industriels partenaires, donc à la fois au sein de notre actionnaire en Algérie, puisqu'on a une usine en Algérie qui a été montée par notre actionnaire, et on bénéficie des conditions favorables de coûts de main-d'œuvre, etc. Dans un pays, c'est un pays relativement low cost aujourd'hui en termes de coûts de fabrication. Et puis, on achète aussi certains produits chez des partenaires extérieurs dans le reste du monde, parce qu'on n'a pas forcément la taille critique. Mais pourquoi tu ne veux pas parler de la Chine On peut parler, non, j'ai aucun problème. À un moment, on n'arrive pas à prononcer le mot, et il faut le prononcer. Il n'y a pas de sujet. Il n'y a aucun sujet, et c'est un des enjeux majeurs aujourd'hui, c'est que ma conviction, c'est que l'ADN du groupe Brandt et des marques du groupe Brandt, pour parler d'ADN, c'est de fabriquer en France. Mais qu'aujourd'hui, on ne peut pas tout fabriquer en France. Et il y a une réalité sur le marché, ça permet de parler du marché, c'est que fondamentalement, il y a des produits sur lesquels les effets d'échelle
qui sont démentiels et on ne peut pas se battre. Je vais prendre un exemple concret, le réfrigérateur par exemple, c'est le produit électroménager le plus vendu dans le monde parce que c'est le produit de base, c'est pouvoir conserver ses aliments. Et finalement, il y a des usines aujourd'hui en Chine qui vont fabriquer des millions, voire des dizaines de millions de produits. C'est impossible aujourd'hui pour un acteur comme Brandt d'arriver à atteindre ces effets d'échelle. Ça, c'est la première chose. Et deuxième chose, ce sont des produits sur lesquels c'est plus difficile de se différencier. Fondamentalement, c'est un exemple que je prends souvent. Vous achetez une belle pièce de bœuf que vous voulez faire cuire. Est-ce que votre réfrigérateur va faire que vous allez réussir ou pas le plat ? Non, vous allez le conserver si vous avez acheté un réfrigérateur. En revanche, le four dans lequel vous allez faire cuire votre côte de bœuf, là, selon la performance du four, vous allez soit réussir votre soit vous n'allez pas. Mais donc ça veut dire que fondamentalement, le client, il va mettre son argent sur ce qui fait la différence et de se dire un réfrigérateur. Donc aujourd'hui, les marges, la valeur ajoutée, tous ces sujets-là, ils sont beaucoup plus sur les produits de cuisson, les produits dans la cuisine, que sur des produits qui sont devenus quasiment des commodités. Lave-linge, c'est pareil, c'est une commodité ? Alors, lave-linge, il y a des choses à faire aujourd'hui parce que ça reste quand il y a un sujet de gain de temps. Derrière le lave-linge, il y a le gain de temps, la praticité. On a vu se développer par exemple une innovation qui est toute bête mais qui a simplifié la vie de beaucoup de gens, c'est de pouvoir arrêter le cycle et rajouter la paire de chaussettes qu'on a oubliée. Mais ça pour le coup, il y a encore de l'innovation à faire dans l'usage, des choses qui sont assez simples mais qui sont importantes. Donc lave-linge, c'est encore un segment sur lequel on peut travailler parce qu'une fois de plus, il y a du temps derrière, il y a de l'efficacité qu'on peut travailler. Et pour revenir sur la question, Stéphane, du coup, la délocalisation aujourd'hui, c'est tabou. Est-ce que c'est une stratégie de garder tout en France ? Est-ce qu'on se dit, ok, on peut, mais la cuisson, on la garde en France. Oui, il a répondu. Ouais. Dès qu'il y a de la valeur ajoutée. Dès qu'il y a de la valeur ajoutée, on garde en France. Et après, on se bat pas parce que sinon, c'est vraiment dépenser notre énergie, nos ressources sur des produits où il y aura pas de marge. Dans le secteur, ils appellent ça des boîtes blanches. Hein, c'est ça. Hein, voilà. Le blanc, c'est encore pire pour les congélateurs. Hein, le phénomène que tu as décrit, voilà, c'est des boîtes blanches. Tu peux pas te battre sur un sujet comme ça. Et donc, à nous de faire ces choix-là. Et c'est important parce que cette stratégie, elle doit évoluer aussi. Des tables à induction, par exemple, on n'en parlait pas il y a 10 ans ou 15 ans avec la même force. Aujourd'hui, c'est un segment qui explose, sur lequel là aussi il y a de l'innovation à faire et sur lesquels il y a de la valeur. Donc on va, nous, continuer à investir sur ces produits-là qui sont des produits forts. Si je vais dans la cuisson, il y a un produit qui s'appelle la cuisinière, que tout le monde a connu, chez sa mère ou chez sa grand-mère, selon l'âge qu'on a. Et en fait, la cuisinière, aujourd'hui, de plus en plus, les foyers français, ils ont une cuisine équipée dans lequel ils mettent un four et une table et ils mettent pas une cuisinière. Et donc là aussi, nous, on fabrique des cuisinières aujourd'hui, mais il faut qu'on adapte nos capacités de production pour augmenter les capacités. Comment ça, on met pas de cuisinière ? Qu'est-ce que tu me dis, on met pas de cuisinière ? On met forcément une cuisinière quand même. Enfin, il faut bien un truc. Non, mais le truc, ensemble. En fait, on met un four et une table dans un meuble, dans une cuisine intégrée. Oui, alors qu'avant, avec les plaques dessus. Oui, on est d'accord. Le four peut être à un autre endroit. De plus en plus, il y a les plaques de cuisson à un endroit et les fours à un autre. Ouais. Avant, nos grands-mères avaient une cuisinière avec les plaques et le four. Pas ce truc. D'accord. C'était un meuble en soi. La cuisinière est un meuble en soi. Okay. Maintenant, on intègre l'électroménager dans une cuisine et donc c'est des produits différents. C'est un four encastrable. Et alors, ça veut dire pour toi recherche-développement ou marketing ? Ah bah les deux évidemment. Ouais, mais le plus important. Le plus important, c'est compliqué parce que je pense que c'est les deux qui travaillent ensemble, la réponse. Les deux qui travaillent ensemble, et c'est pour ça d'ailleurs qu'on parle beaucoup de fabrication française, mais pour moi, ce qui est important, c'est d'avoir la chaîne de valeur en France, c'est-à-dire que nos équipes marketing sont en France, notre R&D est en France, à côté de l'usine, pour pouvoir faire ces boucles courtes. Pourquoi je dis que les deux sont importants ? Parce qu'il y a eu toute une période, on va dire, d'innovation technique. Je vais prendre l'exemple des tables à induction, par exemple. Elles étaient de plus en plus puissantes. Donc ça permettait de chauffer de plus en plus vite ou de plus en plus précis, de pouvoir s'adapter à des températures extrêmement basses. C'est ce que j'appelle l'innovation technique. Ça, maintenant, tous les acteurs du marché sont plus ou moins au même niveau. Il y a des petits écarts, on continue à amener des choses, des subtilités. Nous, on a des choses assez sympas dans les cartons. Mais on va dire que c'est pas ça qui fait la différence. Ce que veulent les consommateurs, c'est l'usage. On parle beaucoup user experience, etc. C'est effectivement l'usage. Finalement, est-ce que c'est important de savoir si mon four c'est le plus puissant ou celui qui chauffe le plus fort ? Non. Ce que je veux, c'est qu'à la fin, ma côte de bœuf, pour revenir là-dessus, elle soit bien cuite. Que j'ai chauffé fort, pas fort, en fait, ça m'intéresse pas. D'où l'importance de ce lien entre marketing et R&D, parce que l'ingénieur que je suis va avoir tendance à chercher la performance technique, va dire j'ai bien travaillé quand j'ai sorti le plus beau produit, le plus technique. Alors qu'en fait, là où nos équipes marketing ont un rôle, c'est de dire non mais en fait, ça le consommateur il s'en fiche de savoir que ce soit le plus puissant. Ce qu'il veut, c'est qu'il y ait un résultat. Donc ce travail-là est vraiment important et moi je suis convaincu que l'innovation dans le futur, elle est sur l'usage. Non, attends, je veux juste dire un truc. Ce que tu viens de dire là, Simon, c'est fondamental. Fondamental et c'est... Tiens, une des infos qu'on aurait pu donner, c'est Orange qui a abandonné Jingo, donc son enceinte connectée, Tout à fait. après... Je ne voudrais pas dire de bêtises. Je crois que c'est 6 ans.
de recherche-développement. Parce qu'ils sont tombés dans un délire d'ingénieur. Ouais. Parce qu'en fait, je le sais, j'étais à un moment très très proche des équipes d'Orange. À un moment, sur une question, mais alambiquée, que personne n'allait poser, si Jingo se perdait, les ingénieurs disaient « Ah non, c'est pas possible, Orange ne peut pas s'impliquer là-dedans. Voilà. On tombe très très vite dans des boîtes industrielles en France, dans des délais. C'est un combat tous les jours. Parce que, et vraiment, je pense qu'il y a une volonté, un engagement des équipes qui est fantastique, mais c'est vrai qu'on leur pose un problème. La première réponse, c'est qu'est-ce que je vais pouvoir inventer de techniquement différent pour y répondre. Alors que dans certains cas, parce qu'il y a aussi des enjeux de coût et de délai, finalement, en reprenant des briques technologiques qu'on connaît déjà, juste en les mettant ensemble intelligemment, on arrive à faire un usage nouveau du produit et ça va plus vite, ça coûte moins cher et le consommateur est content. Mais c'est ça là aussi la clé et je pense que on parle beaucoup et on est des défenseurs, des acteurs de ça, du Made in France. Pour moi, il faut penser tout de la conception, parce que là aussi, la manière dont on conçoit les produits fait qu'ils sont faciles à fabriquer. Donc il faut vraiment cette boucle courte, développement, marketing, production, qu'elle soit complètement intégrée. En tout cas, c'est ma conviction et c'est ce qu'on fait, nous, en France. Et à propos de ça, donc, stratégie de marketing et boucle courte, la stratégie de portefeuille de brand, parce que tu as des marques qui sont assez high-end et puis des trucs qui sont plutôt low cost. C'est quoi aujourd'hui Brand? C'est un holding qui a des marques très différentes et chacun fait son truc. Est-ce qu'on essaye de faire de la cross-fertilisation au niveau de la R&D et que les marques, c'est juste du marketing? Comment est-ce que vous gérez ça aujourd'hui? Alors, j'en parlais tout à l'heure. Aujourd'hui, il y a un besoin de synergie et il y a un besoin d'effet d'échelle, même sur des produits qui sont moins disputés. Donc, ça veut dire que nos marques, par exemple, l'équipe R&D, elle est mutualisée entre les 4 marques. Okay. Et de la même manière, nos sites industriels sortent à la fois des produits Brandt, Sauter et de Dietrich. C'est ça. Ça veut dire, après, on a des cahiers des charges qui vont être très différents. On va travailler de manière extrêmement différente les marques. Et le marketing, là, pour revenir là-dessus, a un rôle de gardien du temple pour s'assurer qu'un produit de Dietrich respecte bien l'historique, tout l'héritage de Dietrich qui a plus de 200 ans. Mais pour autant, on doit mutualiser. Donc, clairement, on essaye de partager les technologies comme le font des grands groupes automobiles qui sont multimarques. Je pense qu'on a un fonctionnement très proche, à notre échelle évidemment, d'un groupe Volkswagen qui va utiliser un certain nombre de composants de développement d'une marque. Oui, mais tu vois un Volkswagen. C'est bien. Non, mais ça doit faire quoi? Une 50aine de milliards de chiffre d'affaires. mais on le fait à une échelle beaucoup plus... Belle ambition. Non, mais c'est ça. Un pont commun, un bas de caisse qui va être commun. Et tout puis, tout ce qui se voit pas, voilà. Et après, tout ce qui est commun. Je prends un autre sujet, et après je réponds à la question. L'autre sujet, c'est la connectivité. Nos produits sont de plus en plus connectés. Typiquement, si chaque marque doit se poser la question de comment je vais faire de la connectivité, évidemment, on est en train de mettre en place une plateforme de connectivité qui va être commune à tous nos produits. Maintenant, ça ne veut pas dire que l'application ne sera pas différente. L'application smartphone qui permettra d'échanger avec son four ou sa table à induction ou sa machine à laver, elle sera différente. Même pas uniquement en termes de visuel, mais même dans les services qui seront offerts sur l'application de Dietrich ou l'application Brandt, parce que le consommateur n'est pas le même et on n'offre pas le même niveau de service selon la marque et le niveau de gamme. Tout à fait, mais quand tu regardes par exemple, tu me donnais l'exemple du groupe Volkswagen, ils sont arrivés avec du Skoda qui était très cheap, et qu'au fur et à mesure, tu vois Skoda qui est quand même, au fur et à mesure, monté en gamme. C'est-à-dire que quand tu as un holding comme ça, te dire, je fais un grand écart, est-ce que j'ai un peu l'impression, maintenant je me trompe peut-être, mais entre ton Dietrich et la marque de Vedette, c'est quand même des trucs qui sont complètement opposés. Sauf qu'il y a vraiment 2 axes. Dans le mapping de nos marques, il y a 2 axes. Il y a effectivement le niveau de gamme, mais il y a aussi les familles de produits qui sont couvertes. Aujourd'hui, Vedette, par exemple, ne fait pas de cuisson. Vedette, c'est une marque historiquement de lave-linge. On connaît tous la Merdoni. Les machines blanches, quoi. C'est les machines blanches, c'est lave-linge, lavage et un petit peu de froid. C'est ça. Brandt est vraiment la marque qui fait le grand écart. Et après, Sauter et le Dietrich sont des marques avant tout cuisson. Donc ça veut dire que c'est rare que les 4 marques aient le même produit, par exemple. Donc on va dire que notre cuisson est plutôt milieu haut de gamme, parce que Brandt, c'est déjà une offre de milieu de gamme. Et sur le froid et le lavage, on va descendre un peu plus bas avec Vedette, mais on n'a pas de Dietrich en haut. Donc le spread est un peu moins... Et c'est le marketing qui décide de ça? C'est le marketing qui est gardien du temps. Mais les marques, c'est le plus important. Enfin, on parlait de l'histoire agitée du groupe. Ce qui a fait que le groupe a réussi à rebondir et à traverser les crises, c'est les marques. C'est la force de ces marques. Et ce qu'elles véhiculent
auprès des consommateurs. Ouais, complètement. Sans, comme tu l'as très bien dit, que ce soit suffisant. Ça, tu l'as dit, ça fait furieusement penser à Thomson. Là aussi, c'est un entrepreneur extraordinaire qu'il faudra qu'on fasse venir, d'ailleurs, Stéphane Français, qui se bat pour relancer cette marque Thomson. En plus, il s'appelle Stéphane Français. Ça s'invente pas. Stéphane. Ça s'invente pas. Bon, il est quand même sur un marché qui reste un marché de niche. Voilà. Ouais. Donc, le consommateur, certes, peut être attiré à un moment par la marque. Derrière, il va quand même aller regarder ce qu'il y a sous le capot. Moi, je dis toujours, il ne faut pas que les consommateurs achètent nos produits parce qu'ils sont made in France. Il faut qu'ils achètent nos produits parce que ce sont les meilleurs et qu'en plus, ils sont made in France. Ouais, c'est ça. C'est ça. Et là aussi, je pense que c'est un sujet extrêmement important aujourd'hui d'actualité, enfin d'actualité depuis 10 ans, et puis on en reparlera encore, la défense de l'industrie en France. Je pense qu'il faut vraiment, là-dessus, qu'on se dise, ça doit être, pour moi, la cerise sur le gâteau, le déclencheur final qui fait que le consommateur se dit, si jamais le produit c'est le meilleur, et en plus il est fabriqué en France, mais de se dire, on va avoir demain des hordes d'acheteurs qui vont rentrer dans les magasins et qui vont se dire je veux juste le Made in France parce qu'il y a un drapeau français. Ça n'arrivera pas. Donc les industriels qui raisonnent comme ça se trompent. Je pense qu'il faut qu'on se dise qu'est-ce qu'on fait pour faire les meilleurs produits. Et pour ça, j'en ai parlé un petit peu, c'est aussi de faire des choix. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire tous les produits en France. Alors vas-y. On peut pas Ah oui, c'est ça. Tu en as. Juste un mot. Made in France, à ce moment-là, quand même, je suis prêt à payer un tout petit peu plus cher ou pas, moi, consommateur? Nous, on ne le voit pas. D'accord. J'aimerais bien. Non, bonne réponse. Mais on ne le voit pas. Aujourd'hui, on ne le voit pas. Et globalement, c'est ce que Stéphane n'est pas à convaincre sur le sujet. Donc. Non, oui, tout le monde nous dit. Je pense que c'est un élément dans la décision, mais ça ne sera jamais l'élément décisif. Tout le monde, et en particulier en période de crise, mais parce que là, on a vraiment les injonctions contradictoires. C'est-à-dire qu'on sent qu'avec ces périodes de confinement ou ces périodes difficiles, il y a un retour vers l'achat local, etc. Et en même temps, il y a un regard aussi sur le porte-monnaie. Et c'est normal. Enfin, je ne peux pas en vouloir aux consommateurs de regarder aussi leur porte-monnaie. Donc si on leur dit, vous avez la possibilité d'acheter local, mais en fait c'est 10% plus cher, ils disent, mais comment je fais? Parce que moi j'ai les deux obligations. Un autre axe, Gus, on parlait pour les dernières minutes. On parlait tout à l'heure des routes to market, du go to market. Se dire, aujourd'hui, qu'est-ce que toi tu fais pour te dire, ok, je vais commencer à descendre dans la chaîne de valeur? Tu te dis, ok, j'ai des intermédiaires. Il y a Amazon qui doit quand même jouer un rôle important en tant que distributeur. Est-ce que toi aujourd'hui, tu es en train de mettre à la Nestlé, essayer de te positionner ailleurs sur la chaîne de valeur? Je peux te raconter un truc que tu sais peut-être pas. Il y a 10 ans, Brandt commence la livraison en direct. Le type qui a mis ça au point a été viré. Je le connais bien. Eh ben voilà. Parce que Darty, non mais vous foutez de moi ou quoi? Si vous mettez à livrer en direct, il n'y a plus une seule machine à laver Brandt chez Darty. Exactement. Et c'est ça que le Covid permet là maintenant. Alors, plusieurs choses. J'espère que toi, tu vas rester. Oui. Et vraiment, pour moi, les distributeurs sont aussi un échelon important dans la chaîne, enfin un maillon important dans la chaîne de valeur. Donc, de dire qu'on va s'en passer, j'y crois pas non plus. Et j'ai pas la prétention de dire que le groupe Brandt demain aura la taille. On parle de Nestlé, c'est des gens qui ont peut-être aussi des tailles un peu différentes de la nôtre. Donc, pour moi, la distribution, nos clients distributeurs ont un rôle important. Maintenant, je le disais au début, le lien avec le consommateur, il est important et il y a plusieurs points de contact. Un point de contact qui est très très important pour nous et qui est un sujet d'actualité, c'est tout l'après-vente, notamment la réparation, la réparabilité des produits. C'est quelque chose il y a un indice de réparabilité qui va être mis en place à partir de 2021. On voit que les distributeurs de plus en plus communiquent là-dessus parce qu'effectivement c'est un enjeu important. Ça, il faut savoir que Brandt, depuis très très longtemps, a un service après-vente en France, avec des techniciens une vraie légitimité sur le sujet. Qui vont chez les clients réparer. Et ça, c'est un point important parce que finalement, l'image de la marque et le rachat, c'est lié aussi au service que vous avez eu après. On achète un produit, on en est content, mais si jamais j'ai un problème et que la marque n'est pas au rendez-vous, je rachèterai autre chose. Donc ça, c'est premier point. Il nous reste 4 minutes, Simon. J'aimerais bien avoir tous les points. Non, mais justement, il faut... Deuxième point important, et c'est une des raisons pour laquelle, pour moi, de plus en plus on doit communiquer, c'est que c'est de plus en plus compliqué. Finalement, on en parlait, quand je dois acheter un produit d'électroménager, quels sont mes critères? Je vais essayer de faire le foyer moyen qui veut s'équiper. S'il y a une conscience un peu durable, responsable, où est-ce qu'il est fabriqué? Est-ce qu'il consomme plus ou moins d'énergie que les autres? Le prix. Est-ce qu'il va répondre à mon usage après? Parce qu'après avoir fait ces considérations un peu externes, moi, j'ai besoin de faire une lessive en 30 minutes parce que j'ai beaucoup d'enfants. Donc, est-ce que la performance technique de l'appareil est la bonne et correspond à mon usage? Et après, on parle de durabilité. Est-ce que les pièces détachées sont disponibles longtemps? Tout ça, ça fait énormément d'informations. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est plus envisageable que le consommateur arrive devant le linéaire, regarde et se dise
en 1 minute, je vais être capable d'ingérer tout ça et de faire la comparaison. Donc soit on laisse la comparaison faite par d'autres, et il y a des sites qui se développent aujourd'hui qui proposent des comparaisons, soit nous, en tant que fabricants, on doit aussi donner les éléments aux consommateurs pour qu'ils puissent choisir. Donc c'est pour ça que les réseaux sociaux, pour moi, y aller plus cash en disant en fait, si t'es ça, tu peux venir chez moi. Si t'es pas ça, en fait, va chez quelqu'un d'autre, quoi. Et c'est là où nous on revient sur les 4 marques. C'est le fait d'avoir 4 marques, peut-être aussi d'orienter le consommateur, parce qu'on sait que nous on conçoit les produits en fonction d'une cible. Et il faut aider la cible à trouver le produit. Donc c'est le deuxième point de contact, c'est tout le travail de prescription, d'explication, qui pour moi est facilité aujourd'hui parce qu'on a des accès avec les réseaux sociaux et autres beaucoup plus simples, mais aussi qui est nécessaire parce que les produits sont de plus en plus sophistiqués. Il y a des normes, il y a une étiquette énergie, demain il y a une étiquette réparabilité. Donc les produits, vous allez avoir en tant que consommateur de plus en plus. Après-vente et prescription. Et après, sur le sujet de la distribution, aujourd'hui, c'est une vraie question. Nous, on est prêts évidemment à le faire parce que on gère aussi la distribution en direct pour quelques petits groupes, que ce soit les salariés du groupe, c'est tout bête, mais chaque entreprise a des ventes au personnel, etc. Donc on sait le faire. Aujourd'hui, on a un site internet pour les salariés. Maintenant, notre stratégie, c'est clairement pas d'aller en concurrence directe avec nos distributeurs qui eux-mêmes doivent s'adapter. Tu mentionnais Amazon, c'est vrai qu'il y a un peu un loup dans la bergerie. Alors nous, on est relativement épargnés côté gros électroménager. Sur le petit, oui, parce que nos produits sont compliqués à transporter. Transporter un four, ça rentre pas dans des colis standards. Non. Et donc pour l'instant, Amazon, à part les tables de cuisson, donc les tables à induction qui rentrent, qui sont limites, mais va pas trop sur nos produits. Et donc ça veut dire que nos principaux distributeurs, eux, gèrent encore toute cette distribution dans leurs magasins ou online, parce que les sites .com de tous nos distributeurs marchent très bien. Aujourd'hui, dans l'électroménager, c'est 20% à peu près. Je parle hors confinement, hors période exceptionnelle. On est déjà à 20% de vente de gros électroménagers online. Et ça va continuer à... Mais c'est vrai que tu as une question de poids, une question d'installation, parce que l'installation est importante aussi. Ouais. Et pour un four, il faut quand même une prise particulière. Pour un lave-linge, il faut le brancher. Alors là aussi, l'usage, c'est à nous de rendre de plus en plus facile pour que chacun puisse le brancher de plus en plus. Il faudra toujours 2000 watts quand même à un moment. Il faudra toujours de la puissance. Eh ben oui, voilà. Donc ça, bon, dernière question, c'est vrai il nous reste une minute. Vraiment. Toute dernière question en une minute. Rapide. Pourquoi est-ce que tu existes encore dans 10 ans? C'est quoi les gros milestones que tu te dis? Parce que maintenant, tu as la tête de ta boîte, il y a quand même des enjeux qui sont capitaux, qui arrivent là maintenant. Vas-y, t'as posé ta question, la réponse. C'est quoi les trois? Parce que 10 ans, c'est pas grand-chose par rapport à notre histoire. Brandt a traversé les crises, donc le premier argument, c'est qu'on a toutes les armes pour traverser les crises, on l'a déjà fait, on continuera à le faire. La deuxième chose, c'est parce qu'on essaie d'être cohérent, et je pense que plus que la raison d'être, et ça, tout ce qu'on entend aujourd'hui, ce qui est important, c'est la cohérence, et donc nos marques sont cohérentes avec ce qu'on fait, avec nos usines, et on continue aujourd'hui à agir, je le disais, avec toutes nos équipes de manière cohérente, et je pense que ça, à la fin, le consommateur s'en rendra compte. Et puis la dernière chose, c'est parce que le Made in France, on l'a dit, ça n'a jamais généré du chiffre d'affaires additionnel pour l'instant, mais il y a un vrai créneau et on a beaucoup parlé de la France, on est aussi présent en Asie. On voit qu'on a un certain nombre de marchés dans le monde où aujourd'hui c'est un créneau qui est porteur. C'est ça. Okay. J'ai tenu 1 minute. Non, top, il reste même 30 secondes. Parce qu'en plus, je pense qu'il y a une forme de garantie de solidité. Tu vends des produits quand même qu'on a l'intention de garder quelques années. Et donc, il y a une forme de garantie de solidité là-dessus qui peut être intéressante. Mais là, c'est 20 secondes, là. Mais je vais le faire en 20 secondes. C'est vrai qu'on a un marché qui est très résilient, parce que des crises, effectivement, c'est pas la première. Je parle au niveau du marché, indépendamment des acteurs qui le composent. Le marché de l'électroménager, du gros électroménager, est très, très stable dans les crises. On l'a vu 2008, 2009, il n'y a pas de chute. En gros, on perd 3%, on gagne 3%. Le marché, parce que les gens ont besoin des produits, c'est des produits de première nécessité. Complètement. Tout ça a été absolument parfait. Merci beaucoup, Simon Barbeau, donc, qui est le PDG? Oui. PDG de Brandt. Et prochaine émission de Smart Stratégie, la semaine prochaine, les amis. Smart Stratégie vous est présentée par Square.